Bienvenue, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce top 10, ce premier top 10 de l'année 2024. Vous le savez, chaque année à la fin de la saison, eh bien, on fait ce genre de top 10 pour clôturer l'année. Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser au top 10 des surcotés du 21e siècle. Et quand on dit surcotés, c'est plutôt des leaders surcotés, évidemment, pour ce 21e siècle. Bon, ça a été plutôt dur de réfléchir à tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de coureurs, surcotés, surtout, mais on a essayé de faire attention aux critères, les critères qui sont la longévité en tant que leader d'une grande équipe, hein. Par exemple, si on est pendant longtemps leader dans une équipe, un cadre, eh bien, évidemment ça compte un peu plus que d'une petite équipe, notamment le salaire, évidemment, si tu plombes les finances, ça compte dans le fait d'être surcoté, le nombre d'années sans succès ou sans très peu de succès, et puis la carrière qui se finit finalement sur pas grand chose, alors qu'on en attendait beaucoup. Bah, justement, avec mes deux acolytes du jour, Jérémy, qui avec son joli pull de Noël, et donc Théo qui a mis, voilà, un petit peu nostalgique aussi, son maillot de l'équipe de France. Je vais vous poser la première question parce que vous savez qu'il y a une question au début. Surcoté, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est surcoté par rapport à ce qu'on attendait ou par rapport à ce que l'équipe en faisait ? Justement, j'ai pris cette dimension multifactorielle au surcotage. Ça peut être en effet, comme tu l'as dit, le salaire, ça peut être sa position de leader ou non, ça peut être le crack annoncé chez les jeunes qui n'a pas éclos ensuite, ça peut être plein de choses. Donc ça va être intéressant en fait. Jérémy, t'as pris quoi toi ? C'est quoi que t'as plus pris en compte ? On en attendait au début. Ensuite, selon l'évolution de la carrière, tu as forcément des coureurs qui se révèlent sur le tard. Donc, tu n'attends pas la même chose à 30 ans qu'à 20. Et puis, il y a une forme aussi de corrélation entre le potentiel et les résultats. C'est-à-dire que tu n'attends pas non plus la même chose d'un gars comme, je vais dire n'importe quoi, comme Pogacar que de Sivakov. Tu vois, chacun à son échelle. Et puis, tu n'attends pas la même chose de Sivakov que du mec qui a que le potentiel pour être coéquipier. Donc, tu as des classes de coureurs et en fonction du potentiel et de ce que tu en attendais, quels ont été ses résultats. Et là, voilà, tu fais une sorte de ratio. Ouais, moi, un biais géographique aussi, parce que nous, Français, évidemment, on va avoir des attentes pour des Français de classements généraux notamment, où certains ont eu le poids de ça sur les épaules. Il y a un biais aussi de là où on se trouve. Ouais, ça je suis d'accord. Moi, j'ai pas de français, donc ça me concerne pas, mais effectivement, tu peux avoir ce biais-là. Et puis moi aussi, c'est très subjectif, hein, mon classement évidemment, parce qu'il y a des mecs, ça me sort par les yeux des fois, et donc vous allez voir que il y a un petit peu de tout, et nos classements sont vraiment différents pour le coup. Sur celui-là, souvent on arrive à se retrouver un petit peu, c'est sûr, si on fait le top 10 des grimpeurs, des sprinteurs, bon là c'est plus facile, mais là c'est vraiment subjectif, je trouve, ce classement, et vous allez voir qu'il va y avoir des surprises. Bon, voilà. Est-ce qu'on commencerait pas ? Ça y est, on a chauffé un petit peu, ça fait. C'est longue cette intro. Hein. Bah oui, mais bon, c'est comme ça les top 10. Tu vas découvrir au fur et à mesure comment ça fonctionne. D'ailleurs, comment ça fonctionne, je vais l'expliquer, puisqu'on va chacun dire, donc on va commencer par le 10e pour arriver jusqu'au premier. Voilà, on va dire dans l'ordre nos coureurs, et puis après on va pouvoir rentrer dans la description, et puis après il y aura bataille ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être très rapide, comme ça peut être long sur les débats. On commence, tiens, avec l'historique. Jérémy, numéro 10, qui as-tu mis dans cette position ? Un Italien, Gilberto Simoni. Gilberto Simoni. Théo, quel est ton numéro 10 ? J'en ai mis 2. Ah. Marche ? Oui, ça marche. À l'époque, on avait Zidane et Djorkaeff, tu vois, donc j'ai mis mon maillot de 98. Donc, ok, tu peux. Alors j'ai mis, justement, pour parler du biais géographique dont on parlait il y a quelques instants, et j'ai mis les deux pour deux pays. Donc j'ai mis David Gaudu pour la France. Okay. Malgré tout, parce que lorsqu'on l'a annoncé, lorsqu'on a eu sa réputation chez les jeunes, le fait qu'il avait déjà de très gros résultats en espoir, etc. Le fait est que pour l'instant, et évidemment je croise 10 doigts pour qu'il y ait une victoire d'envergure, même s'il y a déjà eu des succès sur la Vuelta notamment. Et pour la Belgique, j'ai mis un Jürgen Van den Broek à l'époque, ça remonte un peu. Était leader unique de ses équipes sur les routes du Tour. C'est pareil dans cet héritage belge de années sans victoire sur le Tour de France. Il a été mis un petit peu sur un piédestal alors que voilà, son niveau quand même brut
c'était dur d'aller chercher plus qu'un top 5 pour Jürgen Van den Broek à l'époque, même s'il a rythmé mes longues journées d'été lorsque j'étais gamin. Bon, Jérémy, on rappelle les règles à Théo. Normalement, il faut juste donner le nom des coureurs et après on discute derrière, mais c'est pas grave, il apprend évidemment. Bah attends, c'est comme ça. Moi, le top 10, j'en ai pas mis 2, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous allez comprendre pourquoi. J'ai mis donc Barguil, Pierre Rolland, Jérôme Coppel, Lilian Calmejane, Guillaume Martin, David Gaudu. J'ai mis tous les Français, je me suis débarrassé de ça en 10e, tous ceux qui ont été un peu surcotés, mais par notre prisme. Je vous expliquerai derrière, mais d'abord je veux entendre Gilberto Simoni, Jérémy. Il a quand même gagné des grands tours, ce type. C'est le coureur qui régnait sur le Giro, alors pas tous les ans, il a été battu par Savoldelli, il a été battu par Cunego, mais ce qu'il a fait sur le Giro, il a jamais été capable de l'exporter ailleurs. On lui avait demandé une année, je sais plus, en 2003, en 2004, pourquoi il gagnait pas sur le Tour de France. Et il avait dit je gagne pas sur le Tour de France parce que c'est pas assez dur. Mon coco, ça marche pas comme ça. Non, tu dois être capable en tant que coureur de grand tour au moins d'aller jouer la gagne sur les étapes de montagne. Mais c'est le coureur qui s'est tellement focalisé sur le Giro qui n'a fait que ça de toute sa carrière, que de courir après le Giro. Il en a eu 2, très bien, il aurait pu en avoir plus, mais il y a cette petite déception de ne pas avoir réussi à élever son niveau, parce que les meilleurs coureurs de grand tour, qu'est-ce qu'on en attend ? On en attend qu'ils se battent sur le Tour. Et à partir du moment où lui est venu, alors il a gagné une étape, mais il n'a jamais été capable d'être un candidat crédible pour le classement général, mais je suis obligé d'en faire un coureur surcoté de sa catégorie Grand Tour. Mais évidemment, on va quand même saluer son palmarès et ce qu'il a fait en Italie. Mais voilà, c'était un monstre en Italie, et dès qu'il franchissait la frontière, ça redevenait un coureur lambda. Très bien. Théo, on t'a entendu sur tes arguments. Alors moi, je vais dire pourquoi j'ai mis tous les Français, parce que c'est un peu un coup de gueule perso, on va pas se mentir. Warren Barguil, j'ai mis parce que depuis son départ de la Sunweb, il a été leader dans toutes les équipes quasiment, et il a jamais vraiment, je trouve, porté son équipe dans les équipes françaises où il a été, à Arkea. Toutes les équipes françaises qui ont changé de nom, mais Arkea dernièrement, voilà, c'est un leader quand même, mine de rien, mais qui t'apporte pas grand chose, je trouve. Pierre Rolland pour ses années BNB aussi. Voilà, compliqué d'avoir un coureur comme ça qui gagne que sur le Tour de Rwanda. Je sais, c'est dur, mais attends, c'est le petit coup de gueule de départ. Jérôme Coppel, j'adore en plus, c'est un ami. La bise à Jérôme Coppel. Mais bon, on a fait vraiment un mec un peu aussi, après on l'a un peu surcoté, on pensait qu'il allait faire des top 10 pendant très longtemps, il a été leader de son équipe, pareil, voilà, c'est un peu les surcotés. Et puis médaille mondiale sur le contre-la. Tout à fait. Non mais c'est vrai, je suis d'accord, mais c'est au moment où on l'attendait plus. Il était plus leader à ce moment-là. Et puis j'ai encore du Lilian Calmejane pour ses années Total Energy après, et ensuite AG2R pour la pré-victoire sur le Tour de France où il a jamais confirmé. Guillaume Martin, on n'en parle pas, on en a parlé beaucoup dans le podcast. Évidemment, Guillaume Martin, on en entendait plus en tant que leader parce que ça fait un petit moment qu'il est leader. Et puis David Gaudu, t'en as parlé jusque-là. Donc voilà pour mon top 10, que c'est top 10 spécialement français. Donc je vais pas faire beaucoup plus long par rapport à ça, mais vous avez compris pourquoi je les ai mis. Peut-être que vous allez pouvoir m'engueuler. Vous pouvez mettre en commentaire d'ailleurs de ce que vous en pensez, évidemment. On va avancer donc avec la 9e place, mes cocos, avec donc pour toi Jérémy, 9e place, c'est qui pour toi ? On remonte un petit peu, Andreas Klöden. Théo ? J'ai mis Niki Terpstra. Ok, Niki Terpstra, et pour moi c'est Adam Yates. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà dans son top 10. Tiens, alors pourquoi Niki Terpstra ? C'est une autre dimension du surcotage, c'était un des transferts marquants qui fait passer un peu Total dans une autre ère. Pour finalement, on se souvient du passage de Niki Terpstra dans une équipe française. Un peu l'impression de te dire non, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Voilà, c'est une dimension du surcotage où on va chercher quelqu'un qui avait des gros résultats auparavant. Attention, je nie pas qu'il avait des résultats et sa résonance française à Niki Terpstra, malheureusement, elle l'a cherché. Donc Niki Terpstra pour la 9e position. 9e position, Andreas Klöden. Il a fait de belles choses aussi. Jérémy, t'es dur dès le début comme ça. Tu me surcotes des coureurs pas si mal. Théo vient de donner Terpstra qui a gagné 2 monuments. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que tu as commencé fort. Critères. D'ailleurs, attention, j'ai pas dit le Terpstra. Oui. Mais tu as donné un Terpstra qui malheureusement a été beaucoup blessé. Il a eu des chutes très très graves quand il était chez Total, ce qui explique aussi ses manques de performance. Mais Klöden, Klöden, c'est par rapport
À son potentiel, parce que je pense qu'il n'était pas dans les bonnes équipes durant ses meilleures années. Il s'est retrouvé coéquipier d'Ulrich. Il s'est retrouvé ensuite chez Astana, donc barré tantôt par Contador, par Leipheimer, par Armstrong. Et c'est un gars qui aurait pu peut-être tous les ans se battre pour la victoire sur le Tour, qui n'a pas gagné le Tour, qui a certes réussi à monter sur le podium, mais il y a eu quand même pas mal de contretemps dans sa carrière, le Tour 2007 avec l'exclusion, etc. Voilà, c'est un coureur qui finalement aujourd'hui, si tu dois faire un top 20, un top 30 des meilleurs coureurs de grand tour du 21e siècle, hein, juste du 21e siècle. Tu vas peut-être le nommer, mais tu vas le nommer dans les bas-fonds. Il sera pas plus haut que tu vois, les Bellocchi, les Manchebo, les Leipheimer. Il sera dans cette zone grise. Et je pense vraiment qu'au-delà de son style, il avait le potentiel. Pourquoi ? Parce que c'était un très bon coureur de contre-la-montre. Et en plus d'être un bon grimpeur, il avait certainement, je pense, dans les jambes au moins un grand tour. Ouais. Il en a jamais décroché et c'est un coureur que tu peux oublier, tu vois, que tu peux oublier sur les Sporkle. C'est pas le premier qui te vient en tête pour ses performances et c'est bien dommage. Donc voilà, Andreas Klöden fond de top 10. Après, ça reste un coureur avec de super références et qui a fait une très très belle carrière. Mais encore une fois, je pense qu'il aurait pu mériter plus. Et puis, évidemment, il est tombé à une période où il y avait beaucoup de mecs chargés. Quand tu prends les top 10 des Tours de France dans lesquels il a bien figuré, bon, il n'y avait pas beaucoup de mecs propres. Il y a des jolis zozos autour, ça c'est sûr. Moi, je suis un petit peu dans ce que tu disais à propos d'Andreas Klöden. Bon, j'ai dit Adam Yates et je me suis rendu compte que j'avais quasiment que des coureurs encore quasiment actifs. Mais Adam Yates, c'est... voilà, parce que là où il est le meilleur, c'est au moment où il est presque équipier et en fait il a été longtemps leader dans son équipe aux côtés de son frère notamment et comme son frère a gagné un grand tour, ça compte aussi. Je sais pas si c'est compté. Lui il n'a pas gagné de grand tour, donc c'est ça qui est assez particulier, c'est que on pensait qu'il allait faire comme son frangin ou parce que c'est vraiment quasiment du même niveau. Il a été très tôt dans les premiers au classement général du Tour de France, donc. Il a longtemps quand même traîné ce leadership sans réussir véritablement à performer sur les grands tours là où on l'attendait. Et finalement, quand il performe, c'est en étant équipier. Donc pour moi, voilà, c'est peut-être un leader un peu surcoté de ces dernières saisons. Peut-être il va me faire mentir. Ça se trouve, il va faire comme Richie. Tu vois, moi je l'ai mis dans l'autre classement de tout à l'heure. Ah, parce que justement, dans sa valeur, je le trouve surcoté. Il a de la valeur, que ce soit en termes d'équipier ou en tant que leader sur les courses d'une semaine. Maintenant, il lui manque cette fameuse victoire dont tu parlais, tu vois. Ah oui, non, mais pour moi, il était... là où il est surcoté, c'est voilà, en tant que leadership, on le voit, il n'arrive pas à prendre un leadership. Voilà, c'est ça qui m'a fait pencher. Et puis surtout parce que son frère a gagné un grand tour et pas lui, alors qu'ils ont vraiment les deux mêmes, ils ont eu les deux mêmes carrières un petit peu comme ça. Donc bon, écoute, on verra bien. Peut-être que les gens vont me tomber dessus, mais c'est mon numéro 9. On passe maintenant au numéro 8, Jérémy. Un Néerlandais, Michael Bogert. Michael Bogert. Théo. Tac, j'ai mis Ethan Hayter. Ok, et pour moi, c'est Michael Landa. C'est presque pareil comme Bogert, mais donc ça diffère un peu. Je vous dis encore des gens actuels, mais parce que c'est ce qui c'est de dont je me rappelle. C'est vrai que je commence à être vieux pour la mémoire. Jérémy, Bogert, ça c'est à l'ancienne encore. Tu nous as sorti Simoni, Klöden, tu nous as fait un petit blow en mode nostalgique, c'est ça? Pourquoi surcoté? Parce qu'il a quand même gagné un petit peu aussi, Bogert. Il a gagné, mais il n'a pas gagné assez. Il n'a pas gagné de mondial, il n'a pas gagné de courses qui restent dans les mémoires. Ouais, il a gagné l'Amstel, il a fait un nombre de places incommensurable. C'est vrai qu'il n'a jamais la gagné. Je me souviens que quand j'ai commencé à suivre le vélo, c'était le mec qui était là partout. Dans tous les classements. Il était là sur toutes les classiques. Les commentateurs à l'époque, je crois que c'était Jean-René Godin, Bernard Thévenet, disaient si tu veux être là dans le final et que tu veux suivre la bonne route pour être placé quand ça va se jouer, il faut prendre la route de Michael Bogert. Et c'est vrai, il était toujours placé. Mais c'est le mec à qui il manquait la pointe de vitesse. C'est le mec à qui il manquait une certaine forme d'intelligence de course aussi. Et quand tu dois gagner des classiques, tu dois pas seulement être un bon puncher, tu dois être capable de scorer. Et tu scores comment? Si t'es plus malin ou si t'es plus rapide. Si t'as aucun des deux, t'es condamné à faire des places d'honneur. Et c'était vraiment le profil Michael Bogert.
Bon, alors lui a été pris par la patrouille. Il a l'Amstel, il a Paris-Nice à son palmarès. Il a été plusieurs fois champion des Pays-Bas. Mais par rapport à son potentiel, regarde un petit peu sa fiche, regarde le nombre de podiums qu'il a. C'est délirant. Le ratio podium-victoire, il est scandaleux. Ouais, c'est vrai que Bogert était. Alors, je sais pas si c'est lui de mémoire qui a fait un nombre de fois incalculable deuxième de l'Amstel et qui a fini par la gagner au bout d'un moment. C'est ça, ouais, c'est de mémoire. Il l'a gagné très tôt. Ah non, c'est très tôt et après il a fait que deuxième. Fin de 20e siècle, je sais plus, c'est 99-2000. Il l'a gagné très tôt, mais après il a jamais réussi à la regagner. Mais il a fait un nombre de deuxième place, de troisième place. C'est incroyable, hein. Sur l'Amstel, sur Liège, sur ses courses de prédilection, c'était toujours le premier baiser, quoi. Ouais, je m'en souviens très bien, ce coureur de la Rabobank, très jolie équipe aussi, avec ses couleurs orange. Théo, à ton tour. J'ai mis Ethan Hayter pour une autre dimension du surcotage, à mon sens, c'est le fait de citer un nom, avoir un statut dans une équipe. En fait, Ethan Hayter, je comprends pas quel coureur il est, quel coureur il veut devenir. C'est un très bon pistard, mais à chaque fois que je le vois évoluer, on essaie de rouler pour lui. Je me souviens un nombre incommensurable de courses où son équipe roule en tête de peloton et lui il est dans les 5 ou 6 dernières places. De Tour de Pologne, de Tour de Norvège comme ça, où c'est le cas. Et je vois pas aussi il est prétendu un petit peu dans quelle sphère salariale il évolue. J'arrive pas à déceler un potentiel de. Je sais pas où il peut briller. Voilà, je m'interroge aussi vous tous les deux. Je vois pas quelle grande course il peut gagner. C'est vrai qu'on l'attendait sur les classiques du genre Liège-Bastogne-Liège, par exemple, quelqu'un d'assez fort. Il a commencé à gagner très tôt, mais c'est vrai que ces dernières années c'est compliqué. Là, il va en plus à la Soudal Quick-Step, je pense, pour un statut mine de rien de leader ou pas loin. Donc, il pourrait peut-être monter dans le classement. Je sais pas ce que Jérémy en pense par rapport à Ethan Hayter. En fait, c'est juste parce que vous avez l'habitude de le commenter et que vous lui mettez une étoile à chaque fois. Après, il a gagné un Tour de Pologne, mais il l'a gagné parce qu'il s'est bien roulé contre la montre et qu'il a limité les écarts sur une édition de Pologne qui était vraiment pas dure cette année-là. Et en fait, il gagne des étapes au sprint, mais en fait, c'est sur des courses par étapes où il n'y a jamais des grands sprinteurs ou courses montagneuses. Donc, il y a un sprint dans la semaine, donc c'est sûr, il en gagne un. Et voilà, j'arrive pas, comme je vous l'ai dit, à le voir briller sur un type de grande course. À mon sens, il n'a pas une cote si haute. C'est-à-dire que tu le mets pas parmi les favoris quand tu es avant Milan-San Remo, quand tu es avant le Tour des Flandres, quand tu es avant le Liège-Bastogne-Liège. C'est un coureur qui a brillé parce qu'il est complet. Théo l'a dit, il est très très bon sur les chronos et surtout les chronos courts. Donc sur des épreuves d'une semaine avec des chronos entre 5 et 10 km, il peut prendre un avantage qui va ensuite amplifier sur les arrivées groupées en petits comités quand il n'y a pas une grosse concurrence de sprinteurs. Donc il a ce profil type pour briller sur les courses d'une semaine. Maintenant, pour moi, Hayter brille sur les terrains qui lui sont réservés et il a une marge de manœuvre qui est trop faible par rapport aux grands coureurs et il sera toujours confronté à ce plafond de verre, à mon sens. Hein. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Donc Ethan Hayter, 8e dans le classement de Théo. Moi, j'ai mis Mikel Landa un petit peu pour les mêmes raisons que Adam Yates parce que finalement, en fait, Landa, j'ai l'impression qu'il a plus gagné en étant équipier. Encore une fois, il gagne sur le Giro très tôt, mais il était aux côtés d'un mec pas si mal. Chez Astana, donc ensuite il gagne un petit peu encore sur le Giro, je crois, avec la Sky de mémoire. J'ai pas sa fiche sous les yeux, mais je le fais un petit peu de mémoire. Et après, voilà, ça soit chez Movistar où il était censé faire oublier Richard Carapace, chez Bahreïn aussi où il était leader. Bah finalement, je retourne parce que je l'avais vu, mais finalement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il devait être sur le podium d'un grand tour, il a jamais réussi à l'être, sauf en 2022, voilà, mais c'était déjà passé. Donc pour moi, Mikel Landa, c'est partie de ses coureurs. On se dit, oh oui, pourquoi pas Landa pour un podium, etc. Puis il fera jamais podium. Donc il a atteint un plafond et pour moi, ça a été un leader surcoté. Maintenant qu'il est équipier, c'est plus pareil, mais voilà. Mon avis par rapport à Mikel Landa. Les rebonds, non. Mikel Landa, je l'ai plus haut, je l'ai en 6e, donc je spoil un petit peu, mais je vais compléter ce que tu dis. Effectivement, je pense que le tournant pour Mikel Landa, c'est le Giro 2015. Ce Giro-là, il est avec Aru chez Astana, et évidemment, on privilégie Fabio Aru parce qu'il est italien. Voilà, hein, il faut être clair par rapport à ce qui s'est passé cette année-là. Et ils sont confrontés à Contador, qui est fort, mais qui est pas imprenable.
Et Mikel Landa, surtout sur la dernière partie du Giro, est le plus fort des trois. Et on l'a bridé. Alors il a gagné son étape. Il me semble que c'était à Aprica, si je dis pas de bêtises. Ouais, Il a gagné cette année. Ouais. Mais derrière, notamment dans les dernières étapes où il y a le Finestré, etc. Voilà, il est rappelé à la voiture. Il faut aider Fabio Aru. Alors ils font 2 et 3 et lui est 3e. Mais ce Giro-là avait peut-être annoncé un Landa plus fort sur les années suivantes. On s'est imaginé qu'il aurait le même niveau en 2016, en 2017, ce qui n'a pas été le cas. Et lui a fait un choix de carrière aussi en faveur d'un critère financier, en signant chez Sky. Donc il fait 4 du Tour que gagne Froome. Et je crois qu'il perd le podium vis-à-vis de Bardet pour 2 secondes, c'est ça, sur le chrono de Marseille. Donc, voilà, il est quand même très fort. Je veux dire, c'est un coureur de grande qualité. Mais par rapport à ce que le Giro 2015 avait laissé espérer, aujourd'hui, 9 ans après, le compte n'y est pas. Ouais, surtout que, alors je vais te le dire là, parce que je viens de récupérer sa fiche sur les 5 dernières années. Donc depuis 2019, il a gagné qu'une seule fois sur le Tour de Burgos, et ses succès datent d'avant 2019. Et encore, je suis sympa parce que depuis 2017, c'est que 3 victoires. Donc ça aussi, ça m'a mis dedans, et que les étapes de Grand Tour qu'il a remportées, c'était 2017, avant 2017, entre 2015 et 2017. Donc voilà. Depuis, il a jamais réussi, et il a pourtant été leader dans des grosses équipes en plus, parce que la Bahreïn, c'était pas non plus n'importe quoi à l'époque. Évidemment, on le sait, même si en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Bref, voilà pour la 8e place. On passe à la 7e, Jérémy. Matteo Trentin. Théo. T'es dur. Eh oui! J'ai mis Alex Aramburu, ok. Et pour moi, 7e position, c'est Fernando Gaviria. Oui, un beau sprinter, un très beau sprinter. Jérémy, vas-y, commence. Évidemment que je suis dur. Oui. Évidemment que Matteo Trentin, c'est un superbe coureur. Il a été champion d'Europe, mais qu'est-ce qu'il a gagné d'autre en fait ? Il a beaucoup d'étapes sur la Vuelta. Il a gagné sur le Tour. Mais en termes de classique, il y a Paris-Tour, mais Paris-Tour, c'est plus le Paris-Tour à l'époque de Virenque, à l'époque de Decker. Le championnat du monde 2019, maintenant avec le recul, on peut se dire il n'y avait pas de honte à perdre contre Pedersen. Mais ce jour-là, c'est vu comme un gigantesque choc, parce qu'il est avec Moscone et l'Italie joue à 100% la carte de Trentin. Et Théo, Johan, enfin on est tous d'accord, ce jour-là, on est quasi sûr avant le sprint que c'est Trentin qui va être champion du monde. Donc par rapport à son potentiel de très bon sprinter, il a un peu perdu depuis de sa vélocité, mais quand même, il passe bien les bosses, c'est un bon coureur sur les pavés, il aurait dû avoir un meilleur palmarès que ça, peut-être un maillot vert sur le Tour. Au final, Matteo Trentin, moi je lui vois assez peu de failles, c'était le meilleur nulle part, mais il était dans ses meilleures années dans le top 5 de chacun des critères qu'on a évoqués. Et pour moi, le palmarès brut est insuffisant. Et le fait qu'il ait buté sur ce titre de champion du monde, qu'il ait buté sur la quête d'un monument, qu'il n'ait pas réussi à ramener le maillot vert, pour moi, c'est déceptif. Ouais, je comprends. Matteo Trentin, je suis sur leur fiche à chaque fois que vous annoncez les coureurs. Et là, je regarde, je me rappelle de lui aussi à la Quick Step où il était dans les favoris. Il a gagné en 2013. C'est là où il se révèle au grand public. Mais il faisait partie de ces coureurs de la Quick Step qui étaient capables de remporter une classique, tu vois ce que je veux dire. On ne savait jamais la Wolfpack où ça allait partir, et finalement c'est l'un des seuls à pas avoir raflé la mise quelque part pour lui. Voilà. J'y vois une seule petite nuance, c'est dans le surcotage, on a quand même une dimension de réputation derrière ça. Tout à fait, ouais. De l'idée qu'on fait de quelqu'un. Je suis pas sûr que Matteo Trentin, dans l'imaginaire collectif, que ce soit des suiveurs, des commentateurs ou des journalistes, ils jouissent d'une si importante réputation qui le ferait passer dans le surcotage. Mais je comprends. Non, c'est purement personnel par rapport à ce que moi j'en attendais il y a 10 ans et par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui, je pense qu'il y avait mieux à faire. Alors après, attention, il a été confronté à des colosses. Quand tu tombes contre Sagan, puis que tu finis ta carrière contre Van Aert et Van Der Poel et Pogacar, c'est que dans sa filière, c'est compliqué quand même. Évidemment que c'est compliqué. Après, il a été très bon, il faut lui reconnaître ça sur Milan-San Remo quand il fait la cassure pour Pogacar qui est devant. Alors Pogacar n'arrive pas à confirmer. Il a été très bon dans son rôle de capitaine de route. Mais c'est pas ce que j'attendais de lui. Franchement, en 2019, quand il fait 2 du sprint, tout le monde est là en mode c'était un champion du monde en puissance. Et il va peut-être réussir à le faire sur les années futures, mais il n'a pas réussi. Ouais, tout à fait. S'il avait été champion du monde, tu l'aurais mis dans ce classement ?
Jamais de la vie. Bah oui, Mais il n'a pas été. Oui, ça fait une victoire majeure en tout cas, c'est avec les championnats du monde. Théo, alors toi tu dis oui, Trentin dans l'imaginaire des gens c'est pas vraiment un leader en puissance, il me sort à Rambourou. Attends, franchement, là, ton excuse elle est mal trouvée là, à ce moment-là. Ah, mais là, c'est une autre dimension. C'est juste c'est pas à chaque course difficile, on le cite en cas d'arrivée au sprint. Petit comité, vous verrez bien, faut surveiller Alex Arambo. Je le sais, je le fais aussi. Donc, je me mets moi-même dans cette caste-là. Quand on fait des courses en Belgique, on dit attention à Timothy Dupont, hein. Parce qu'il faut bien citer un coureur dans chaque équipe. C'est vrai. Non, mais mine de rien, quand même, Cofidis cette année a mis un mec et a recruté un de ses potes aussi pour qu'il vienne. Cofidis, l'année prochaine. Donc, il va arriver dans une formation qui aura besoin de lui et attendu comme scoreur dans le top 5 de cette équipe-là. Donc, peut-être que l'année prochaine, on refera ce top 10 et peut-être que je remettrai Aramburu, mais plus haut. Mais là, il va avoir ce statut-là vraiment de. Je vais pas dire leader unique parce qu'il y en aura d'autres, mais là, il a un. Je pense qu'il il change de statut dans cette équipe-là. Autant chez Movistar, bon, il avait d'autres coureurs. Là, l'année prochaine, chez Cofidis, on en attend beaucoup. Donc. Tu pré-shot tes top 10 comme ça, tu dis. Voilà. Puis 3, je suis désolé, mais 3, c'est l'étape du tour, c'est. Ah oui, c'est Trentinesque. Voilà. Mais après, on a l'impression que maintenant il a du mal, c'est vrai, dans les arrivées massives, on va dire, enfin massives, en petit groupe en tout cas à Aramburu. Ça c'est clair. J'ai mis Fernando Gaviria. Je sais pas si je suis le seul à l'avoir mis. Tiens, non, je suis pas le seul à l'avoir mis. Plus haut, moi. Non mais Gaviria, je vais faire très rapide avec lui. C'est parce que son début de carrière a été tonitruant. Il a pris le maillot jaune sur le Tour de France. Il a commencé à gagner très tôt. C'était magnifique. Mais alors, ça fait quand même, je sais même plus les années. Ça fait quoi? Bientôt 10 ans maintenant que Gaviria, on nous le sort comme le sprinter de l'équipe. Il gagne pas une étape. Il gagne pas un truc. C'est quand même affligeant. Donc c'est depuis 2016 où il est meilleur sprinter sur le Giro. Et depuis, c'est cataclysmique. On va pas se mentir. Et il est leader d'une équipe à chaque fois sur le sprint. C'est-à-dire qu'on l'emmène. Bon, des fois, c'est lui qui emmène les coureurs, les sprinters, parce que c'est un mec sympathique, il sprint à 500 mètres de la ligne. Mais voilà, c'est juste que pour moi, il fait partie de ces leaders qui sont surcotés. On en a fait un sprinter, une vedette depuis très longtemps, et voilà, c'est nul. Après, c'est une logique de marché où parfois sur un marché des transferts, tu existes par tes résultats passés et plus vraiment pour tes résultats présents. Aussi, c'est une dimension du surcotage. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je l'ai mis moi plus haut. Ouais, non, mais enfin voilà. Après, je regarde, tu vois, depuis 2020, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires, une seule en 2024, le Tour de Colombie. Il est quand même leader enfin, c'est terrible. C'est-à-dire que un mec comme, je sais pas moi, Molano par exemple fait mieux que Gaviria ces derniers temps, alors que pourtant Molano, on sait bien que c'est pas un leader d'équipe. Bref, voilà pour mon Gaviria. Je vais pas m'étendre plus longtemps. Après, tu sais ce qu'on dit, hein. Souvent quand tu discutes avec des agents, on parle en transfert justement. Là aussi, c'est du cotage pour avoir une dimension comme ça. C'est une fois que tu gagnes sur les grands tours une fois, tu peux vivre pendant 5 ou 6 ans ce sésame de victoire sur un grand tour, et tu peux ainsi négocier des contrats avec les résultats que tu fais précédemment. Ouais, mais ça c'est clair. On parlait de Trentin il y a 5 minutes. Qu'est-ce qui serait passé s'il avait gagné à Rogate? Qu'est-ce que vous auriez dit si Gaviria avait gagné à Turin? Parce que ça joue encore à ça. Oui, bien sûr, évidemment. Tu vois, il fait 2, voilà. Ok. Et ça c'est une belle intervention. Merci beaucoup, Jérémy. Allez, donne-moi ta 6e place. Alors, tu vas pas du tout aimer la mienne, hein, Jérémy. Je suis désolé, mais donne-moi ta 6e. 6e, c'est Landa. Ok, bon bah Landa, on en a parlé. Théo. Ça va être vite. J'ai peut-être hérissé des poils que Jérémy n'a plus sur le caillou, mais Gianni Longo, j'ai mis. Oh la vache. Alors, figure-toi que c'est incroyable parce que j'ai une fille aussi et ça va pas faire plaisir à mon ami Jérémy. Moi, j'ai mis Outrup Ludwig. Voilà, en 6e position déjà. Je m'explique évidemment, mais Théo, explique-toi sur Gianni Longo. Elle a quand même gagné pas mal de trucs, Gianni Longo. Au clair, je ne sais pas, mais alors qu'elle soit là dans le classement, je pensais que c'est Longo Borghini, moi. Quand j'ai vu. En vrai, j'ai mis ça pour être un petit peu provoquant et original. Mais là où je veux en venir, c'est que j'ai mis dans notre petit Google Drive personnel que, en vrai, oui, il y avait cette rivalité avec Maria Canins, mais
fait est que l'époque, en termes de niveau, d'exigence, etc., me rationalise l'exploit. Voilà. Ok, donc elle a gagné beaucoup. Je le minore pas, et je me dis que ce serait difficile de réitérer pareil supériorité dans un cyclisme féminin qui s'est développé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut c'est intrinsèque à l'évolution du vélo. Utiliser cette magnifique phrase: au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, c'est ça? C'est un petit peu ça que tu veux dire en fait. En gros, on va schématiser. Ouais, non, mais c'était pour pour être un peu. Et puis aussi, elle a cette aura en France. Pour moi, à mon sens, est peut-être un peu exagérée. À cause de ça. Bah, et après, elle a perdu un petit peu. Après, on peut en discuter. Hein. Oh non, mais je comprends ton point de vue. Je dis on alors que je parle pour Jérémy, mais. Mais alors, tu vois, Jérémy est un des spécialistes de ce podcast. Attends. Non, peut-être qu'il a quelque chose à dire sur les gens de son sport. Laisse-moi faire sur Uttrup Ludwig. Après, il va pouvoir s'insurger sur le fait qu'on mette des coureuses. Fait des grimaces depuis tout à l'heure. Dans ce classement. Alors moi, pourquoi j'ai mis Uttrup Ludwig? Tout simplement parce que elle a quand même été leader de la FDJ Suez. Ça fait depuis combien de temps? Ça fait quoi? 4-5 ans? Bon, elle est partie à l'intersaison là. Elle s'en va chez Canyon, mais ça fait quand même 4-5 ans. Qu'est-ce qu'elle a gagné au Uttrup Ludwig en fait? Parce que là je regarde le palmarès au Uttrup Ludwig. Je regarde, je fais d'accord. Tour de Une étape sur le Tour. Hein. Tour de Scandinavie 2022. Ok, une étape sur le Tour de France, c'est pas mal. Mais après il y a quoi? Il y a une deuxième place sur la Flèche Wallonne, mais et sur le reste des classements généraux, elle a même pas fait podium d'un grand tour, etc. Enfin, je crois. Attends, je suis en train de dire des bêtises, mais pour moi de mémoire, elle en a pas fait un. Elle a été 3e des mondiaux en 2023, mais non, mais je suis désolé, elle a été surcotée pendant ces années. Elle n'a pas gagné de grandes courses comme on l'attendait. Bon, certes, elle est tombée sur Van Vleuten et Van der Weghen, mais bon, il y en a qui ont réussi à gagner entre-temps, donc je suis désolé, voilà. Uttrup Ludwig. C'est bien, Jérém, il va avoir deux profils à répondre. Tu as été surcoté. En tout cas, tu fais partie des leaders surcotés pour l'instant, et j'espère qu'elle va me faire mentir chez Canyon quand elle va gagner des grandes courses. Ça, c'est clair, mais voilà. Sur le papier, j'ai regardé son palmarès, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est pas grand-chose. Jérémy, vas-y, parole à la défense. Oui, j'ai pas besoin de me défendre parce que je suis globalement d'accord avec les deux. Uttrup Ludwig, j'y ai pensé, mais pour être tout à fait honnête, je pense que son profil correspond davantage à l'autre top 10 que l'on va faire sur les grands coureurs qui n'ont pas de grandes victoires. Et c'est vrai que Cécile Uttrup a gagné à Épernay et que c'est la plus grande victoire de sa carrière. C'est la plus grande victoire certainement aussi de FDJ Suez en attendant ce que ça va donner ces années. Et même s'il y a eu des monuments, etc., je pense qu'une étape sur le Tour, mine de rien, il n'y a eu que 3 années d'existence. C'est quand même extrêmement marquant. Mais je suis d'accord avec toi, elle a complètement sa place dans ce top 10. Je serais peut-être moins dur sur le côté, il n'y a pas de podium de grand tour parce que je pense pas que ça corresponde vraiment à son profil. Même pas une victoire sur une course d'une semaine, tu vois, à part le Tour de Scandinavie. Mais bon, on va pas se mentir que c'est quand même pas... Oui, mais les grands tours, c'est une semaine chez les femmes. Oui, c'est vrai, mais bon, ça revient 3-4 jours, quoi. Enfin, peu importe. Mais le Tour de Scandinavie, c'était une belle victoire par contre. Elle gagne devant Lippert. C'était dans la foulée du Tour 2022, donc il y avait vraiment. Non, elle était au top de son potentiel. Je pense que c'est une coureuse qui a peut-être une Strade Bianche dans les jambes, peut-être une flèche. Un championnat du monde, faudra qu'elle court peut-être plus avec sa tête. Je pense que c'est aussi ça qui lui a été souvent reproché. C'est pas forcément collaborer au bon moment, etc. Alors est-ce que ça va s'améliorer chez Canyon? C'est pas sûr. Elle va avoir une étiquette de leader bis. Quand tu arrives dans l'équipe de celle qui a gagné le Tour, forcément tu fais pas la loi. Et puis pour rebondir sur Jeannie Longo, je suis plutôt d'accord avec l'argumentaire de Théo. Je l'aurais pas mis là parce qu'elle est championne olympique, qu'elle a 60 victoires, je crois, sur les championnats de France, qu'elle doit avoir une dizaine ou une quinzaine de titres mondiaux, toutes disciplines confondues. Mais c'est vrai qu'on parle d'un sport qui s'est professionnalisé à vitesse grand V ces dernières années. Si tu fais le bilan des 10 dernières années déjà, c'est du tout au tout. Ça n'a plus rien à voir, le paysage. Donc, si tu remontes à l'époque des débuts de Gianni Longo, évidemment, oui, c'était un sport amateur. Donc, mais c'est comme le rugby, tu vois, le rugby dans les années 80, c'en était à ses prémices, mais t'es obligé d'intégrer ces gens-là à l'histoire. C'est comme les vainqueurs d'Estrade Bianche, tu vois, les mecs qui ont gagné le Monte Paschi à l'époque en 2007, 2008, 2009. C'était pas ce que c'était aujourd'hui.
Mais dans 50 ans, quand tu regarderas la fiche des palmarès, ils seront vainqueurs de cette épreuve-là. Donc voilà, l'argumentaire est bon. Moi, j'ai rien à redire là-dessus. Et évidemment, ce serait impossible, ce serait pas difficile, ce serait impossible de reproduire ça aujourd'hui. Tu peux pas imaginer qu'une fille de 50 ans ou de 60 ans puisse gagner un championnat de France aujourd'hui avec la concurrence qu'il y a. C'est vrai qu'elle jouit d'une sacrée aura, mais on fera le bilan dans 10 ans justement, parce que tu vois, à l'époque de Longo, il n'y avait pas forcément de concurrence. Aujourd'hui, t'as la bourse, t'as musique, t'as Kerbal, t'as même Cordon Rago qui il faut le dire, devenu quelqu'un d'extrêmement populaire. Même Marion Roux, tu vois, aujourd'hui a peut-être davantage d'aura. Donc c'est lentement en train de se remettre en place. Ok, bon, en tout cas, on a entendu tes arguments. On va enchaîner avec la 5e place. On rentre dans la dernière ligne droite. 5e place pour toi, Jérémy. Pour moi, c'est pour punir Rémi Dos Santos de ne pas être là aujourd'hui. Joao Almeida. Joao Almeida, donc. Pour toi, Théo. J'ai mis Damiano Cunego. Damiano Cunego, ok, très bien. Et moi, j'ai Oliver Nassen, voilà, pour en 5e position. Oh là là, je te vois regarder, t'inquiète pas, je vais me le faire. Jérémy, alors, Joao Almeida, je comprends d'avance ce que tu vas me dire. Pas grand chose à dire. C'est un coureur déjà qui a fait, à mon avis, à mon sens, le mauvais choix de carrière, qui va être condamné à un rôle de larbin pendant de nombreuses années, du moins tant qu'il sera aux côtés de Pogacar. Et on l'a vu sur le Tour, il rechigne pas. Ayuso se cache, Almeida se cache pas. Quand il faut changer de rythme dans le galibier, il y va, Franco, etc. Donc il va être condamné à ça. Et Almeida, moi, ce que je lui reproche, je lui reproche pas, il fait avec ses capacités. Je veux dire, tu optimises tes capacités pour faire le meilleur résultat possible. Mais c'est un coureur qui est obligé, dans les grandes ascensions, de lisser ses efforts, qui n'aura jamais la giclette d'un Pogacar, d'un Vingegaard, des purs grimpeurs qu'on a connus par le passé. Et c'est pareil que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Il y a une forme de plafond de verre, tu vois, un petit peu comme Hayter. Je pense qu'il sera limité. Alors, il sera toujours juste pour jouer les podiums, les top 5, mais le voir gagner un grand tour en patron, même si c'est un très bon coureur de chrono, j'y crois pas. Donc il aura des belles victoires, il aura un beau palmarès, parce que sur les courses d'une semaine, quand il aura sa chance, il la prendra. Mais voilà, par rapport à ce que c'est, dans l'imaginaire des gens, je trouve qu'Almeida, c'est un peu trop. Il a eu une belle aventure en rose sur le Giro, mais qui a été facilitée par des circonstances de course. Mais personne n'a vraiment cru qu'il allait gagner. Tu vois, c'est un petit peu comme cette année O'Connor sur la Vuelta. Donc voilà, ça va devenir un très très bon coéquipier de luxe. Ça va devenir un José Azevedo, un Landa bis, quoi. Ok, ouais. Toi, tu es surtout déçu de ne pas avoir vu sa plénitude de leader dans une autre équipe. Je suis assez d'accord avec toi. C'est pour ça que quand je l'ai vu, je me dis, c'est pas une mauvaise idée. Par contre, Cunego, quand je l'ai vu aussi haut, je me suis dit, il est osé, hein. C'est osé quand même de le mettre là, le Damiano Cunego, parce que c'est pas n'importe qui là. Moi, on me parle de Petit Prince, de machin. Ah oui, de trucs, bien sûr. Non, mais en gros, c'est un peu le même raisonnement que Jérémy sur Simoni. C'est pour moi des mecs qui étaient à une époque déjà où le Giro, disons, avait des largesses, comment dire, sanitaires peut-être un peu plus larges. Largesse, c'est large, forcément. Du coup, je trouve que voilà, les 3/4 de ses victoires, c'est en Italie. Sur le même argumentaire que lorsqu'il a fallu, je me souviens que certaines années, on le mettait leader de la Lamprey à l'époque sur le Tour, et ça n'a jamais vraiment fonctionné, en tout cas sur le Tour de France. Donc c'est là où, quand on me dit c'est un immense coureur de grand tour, c'est un immense coureur de grand tour chez lui. Ailleurs, c'est différent. Oui, je me permets une remarque. Je pense qu'avec le recul, Cunego était un bien meilleur coureur de classique que de grand tour. Et c'est vrai que le Giro 2004 nous a induit en erreur parce qu'il a tellement survolé, on l'a vu effectivement comme le devant futur. Serry Ronchard. Ronchard, c'est pas non plus le meilleur grimpeur du peloton. Hein. Oui. Mais quand tu fais le bilan de la carrière de Cunego, il y a, je crois, 3 Tours de Lombardie, il y a une Amstel. Au final, il a fait le taf. Mais c'est vrai que sur les grands tours, il y a le Giro et il y a que le Giro. Ouais, c'est le petit prince italien, voilà. Donc ça dépend. Si t'es italien, par exemple, tu mets pas Damiano Cunego dans les surcotés. Mais voilà, même sur les Tours de Lombardie qui gagnent, je les ai regardés un peu. J'en avais un en mémoire particulièrement dans ma tête, mais j'ai regardé les classements. Il y a une époque où le niveau est très resserré, où
un Cédric Vasseur qui fait top 15, top 16 ou top 17 d'une 40 secondes du vainqueur. On n'est pas non plus dans des dominations. Très bien, on entend ton. Voilà, c'est ce qui m'a fait tempérer le. Non mais c'est vrai, il en gagne un 2008 je crois, c'est devant Brajkovic et Uran, tu vois, c'est pas les meilleurs punchers de l'histoire. Maintenant c'est des monuments et bah il les a. Ouais, ça c'est clair. Pour des monuments, il y en a pas eu, lui, Oliver Nassen, ça c'est clair. Alors pourquoi ? Alors j'ai vu Théo faire une grimace au moment où j'annonce ce nom-là. Bah je suis désolé, mais Oliver Nassen il était leader pendant combien de temps chez Decathlon AG2R pour les classiques. Est-ce qu'on peut me rappeler 3 ans max. 3 ans max? Non, mais c'était pas bien depuis quand il avait fait sa bonne édition où il tombe avec Peter Sagan, je crois, de mémoire. On a fait c'est lui le futur vainqueur. Il a que 22 ans, il va nous gagner une classique un jour. Eh ben, je peux te dire, mon coco d'Oliver Nassen, il est jamais rentré dans le top 10 de Paris-Roubaix déjà. Hein, ça c'est clair. Et je peux te dire qu'il a été longtemps le leader. Je vais te sortir le numéro 1 des dossards sur Tour des Flandres et Paris-Roubaix. C'est 2 top 10 sur le Tour des Flandres depuis. Et bien sûr, il y a la deuxième place sur 2, j'ai dit 2, c'est 3, pardon. Il y a cette deuxième place sur Milan-San Remo, mais voilà, il a été un leader sur les classiques surcotés depuis. Il a rien gagné. C'est l'autre classement, Nassen. Il a pas gagné de Bretagne classique Ouest-France. Oui, mais il a été leader quand même pendant 2017 jusqu'à OK, il y a eu Greg Van Avermaet et tout, mais il y a ça pendant 6-7 ans quoi. 6-7 ans, il a été leader d'une équipe où il a quasiment rien gagné. La Poly-Normande, bon, et Bretagne classique, OK, si vous voulez, mais bon, à part ça, il y a pas grand-chose. Donc pour moi, leader surcoté. Voilà, je sais que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en train de me dire nan. Non, moi je suis pas d'accord, je suis partagé parce que il convient pour moi aussi plus à l'autre top 10, des bons coureurs sans grande victoire. Après, c'est pas un suffisamment grand coureur. Ah oui, c'est pas un grand coureur. Tu vois, Nassen, même si c'est vrai que quand il fait 2 de San Remo, surtout sur le Tour de France aussi derrière, quand il traîne Bardet sur l'étape des pavés, on se dit, ce mec-là, un jour peut-être il en claquera une belle. Sauf que t'as Sagan, derrière t'as pareil, t'as les Van Der Poel, les Van Aert, les Colbrelli qui sortent de nulle part. Et il est pas de cette classe-là. Non, mais il a été, je pense, leader d'AG2R de, je sais pas, 2017 à 2021, quelque chose comme ça, même avant. Non, il doit être arrivé en 2007. Il a été leader tout le temps. Voilà ce que j'avais à dire sur Oliver Nassen. C'était pas un coup de gueule, mais voilà, c'était un cri du cœur, on va dire. Et on va pouvoir passer maintenant au top 4. Au top 4, de qui on va parler du côté de Jérémy. On va parler de Jaroslav Popovic. Encore un petit peu de nostalgie. S'il avait été coté, frère. Ouais. Théo, pour toi? J'ai mis Marc Hirschi. Marc Hirschi pour toi, super. Et donc pour moi c'est TJ Van Garderen. Voilà donc pour le coureur que j'ai noté. Alors pourquoi mon cher Jérémy Jaroslav Popovic? Là pareil aussi c'est un leader qui a été bridé. Alors le problème c'est que je pense que vous êtes trop jeune pour Jaroslav. Oui, c'est vrai qu'il avait une grosse réputation chez les jeunes. C'est ça ouais mais non mais bien sûr Popovic quand il était avec Armstrong à la base. Et avant ça, il fait 3 du Giro. Il fait 3 et 5 du Giro et Discovery Channel décide de lui mettre le grappin dessus. Et à cette époque-là, t'as 2 jeunes coureurs qui sortent du lot de manière nette. C'est Popovic et c'est Valverde. Donc Valverde va chez Caisse d'Épargne, il fait la carrière qu'on connaît. Popovic va chez Discovery Channel avec évidemment l'objectif dans un premier temps d'accompagner Lance Armstrong, ce qu'il fait très bien puisqu'il gagne avec Armstrong le Tour de France 2005, il est même maillot blanc de leader, mais derrière il avait aussi la charge de la succession. Il n'était pas seul, il y avait Azevedo, il y avait Savoldelli, mais ça a été une foirade complète en 2006, ce qui force ensuite Discovery a recruté à l'intersaison Contador, Lee Palmer, il m'en manquait un, enfin Basso aussi, Basso qui finalement a été suspendu mais qui avait été recruté à l'intersaison. Donc c'est en quelque sorte une forme de défiance vis-à-vis de Popovic qui avait gagné une étape sur le Tour, mais c'était une étape de transition en plus qu'on lui avait un petit peu laissé. Il y avait eu des histoires avec Fréré, Ballan à l'époque, etc. Bon, ça s'était un peu joué dans la file des directeurs sportifs derrière l'échappée. Mais Popovic, c'est le coureur qu'on imaginait gagner un grand tour au tout début. C'est le coureur qu'on imaginait peut-être gagner un Paris-Nice. Il a fait un podium derrière quand il a signé chez Silence Lotto en 2008. Mais lentement mais sûrement,
c'est devenu un coureur presque lambda, un coéquipier de luxe. Quand il est repris derrière chez Astana, c'est le coureur qui roule dans la plaine avec Zubeldia, tu vois, sur le Tour de France 2009. C'est plus le Popovic, maillot blanc du Tour qu'on annonçait comme un futur crack. Donc à ce niveau-là, ouais, il y a eu de l'attente, mais il y a eu de l'attente sur beaucoup de gens, hein, donc on peut pas tous les mettre. Il y a eu de l'attente sur Pecha Roman, il y a eu de l'attente sur plein de mecs qui ont un jour brillé, sauf que Popovic, il fait 2 Giro, coup sur coup, où il est 3 et 5, et tu te dis, il y a un truc à faire, il est jeune, il a une marge de progression, il est pas si mauvais que ça contre la montre, et en fait, il y a pas grand-chose. C'est vrai. Il avait été, je viens de regarder, champion du monde junior aussi. Ça, j'avais complètement oublié de la part de Popovic. Ah, c'est fou. Non, c'est vrai. 2003, mais c'est-à-dire qu'il fait avec Landbu Krediet, je me rappelle plus, Colnago, comment ça se prononçait exactement. C'est fou. Ah ouais, franchement. Ouais, non, et voilà, j'avais oublié, là, je viens de voir sur sa fiche qu'il a quand même le Tour de Catalogne. Effectivement, il a gagné le Tour de Catalogne. Mais c'est pas suffisant. Enfin, voilà, c'est encore d'une semaine, c'est beaucoup de tours, etc. Mais ça suffit pas pour sortir des surcotés. Et il avait gagné Paris-Roubaix Espoir. Mais il était partout, ce Popovic, c'est incroyable. En jeune, c'était une terreur. Hein. C'était une terreur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Théo, du coup, pour toi, c'est donc Marc Hirschi. Bon, bah là, j'ai failli le mettre dans le top 10. Ça fait partie des petits noms. On les donnera tout à l'heure qui me sont passés par la tête. Mais c'est dur, hein, parce que c'est un mec qui gagne beaucoup quand même. Hein, ouais, c'est pour ça que je l'ai pas mis dedans. Mais oui, là. Je l'ai mis pour, en effet, pension quand même un peu à se rater sur les grandes courses. Même s'il y a une flèche, même s'il y a une Classica San Sebastian, etc. Pardon. Voilà, c'est un coureur qui court pas de grand tour, donc c'est d'aller le voir gagner des étapes, alors que je pense qu'il aurait la capacité. Moi, ça choque sur les championnats du monde, sur les championnats, voilà. Donc, ouais. Son année de révélation avec Sunweb faisait envie. Il fait partie un peu de ces comètes, il faut le reconnaître, ces comètes du Covid où on n'a pas trop compris ce qui nous arrivait lorsqu'on a repris les saisons, la saison 2020. Et pour moi, voilà, ça manque peut-être un peu de plus. D'ailleurs, en parlant de comètes, je crois c'est sûr qu'on a fait un top 10 des comètes et je me demande s'il est pas genre 10e ou 9e déjà, de mémoire, hein, pour Marc Hirschi. Après, il a pas fini sa carrière, mais je crois que, je ne sais plus, Jérémy, on l'avait fait il y a l'année dernière, peut-être, déjà. Et puis, je sais pas si on l'avait mis. J'ai plus souvenir, mais c'est dur, hein, Comet, hein, quand tu vois son palmarès quand même. Ouais, c'est dur de parler de Comet, ouais. Il est pas loin de gagner un Liège aussi, si Alaphilippe fait pas son écart. Tout à fait. Il a quand même 2 étapes sur le Tour. C'est vrai que c'était la flèche Covid, donc c'était pas la grande flèche. Une étape sur le Tour. Combien ? 2. Une étape. Oui, 2, ouais. Voilà. Oh, oui. C'est quand même un bon coureur, et surtout, comme tu le dis, il n'a pas fini sa carrière. Oui. Donc... Ok, bah moi c'est TJ Van Garderen parce que pareil, un petit peu comme Jaroslav Popovic, bon pas au même degré, je trouve en tout cas, c'est vrai que c'est bien trouvé Popovic. Mais TJ Van Garderen, voilà, il a été, c'était le successeur de Cadel Evans à la BMC, si les gens se rappellent. Il fait un tour où il termine 4e ou 5e de ce Tour de France. 5 au moment où voilà, Cadel Evans s'était un petit peu planté. On s'est dit ça y est, il n'y a pas besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre. On a la relève, on a un Américain de chez BMC qui va pouvoir flamber dans les grands tours. Ça va être génial. Voilà. Il fait donc 2 x 5 du Tour de France, donc en 2012 et 2014, 5e juste devant Bardet. En plus, à un moment, je crois qu'il passe lors d'un chrono de mémoire. C'était en 2014, bref. Voilà, TJ Van Garderen, depuis ces 2 top 5, il a réussi à faire qu'un seul top 10 en grand tour, c'était sur le Tour d'Espagne. Et j'ai regardé parce que j'ai été curieux de savoir à quel moment il avait le dossard numéro 1 sur les grands tours. Et il l'a eu quand même pas mal de fois, un paquet de fois. C'est vrai qu'il y a eu Richie Porte, c'est ça qui me l'a fait baisser parce que sinon j'avais mis un peu plus haut. Il y a eu Richie Porte qui est venu dans la danse, mais sinon après derrière il a été longtemps dossard numéro 1. On a cru en lui et vraiment il a jamais réussi à faire quelque chose de concret ensuite sur les grands tours. Et puis il a finalement commencé à disparaître. Moi, l'image que j'ai de lui, c'est évidemment se faire dépasser par Christophe Riblon. Voilà, TJ Van Garderen, c'est ça à jamais pour moi. Donc voilà, leader. Je crois qu'il s'était exprimé sur la fin de sa carrière en disant que le fait qu'il était américain et qu'il ait succédé un peu en termes d'attendu à Armstrong, etc., ça lui avait un peu pesé sur la caboche.
Et il paraît que c'est un mec qui avait un petit peu de mal avec la pression. Donc, Ouais. mais je suis quand même plutôt d'accord avec toi. Voilà, et il fait deuxième quand même du Dauphiné en 2019. Ça, je me souvenais plus du tout avec IF. Donc voilà, je suis en train de regarder au fur et à mesure. Mais bon, ça fait partie des leaders. Il a été leader de BMC pendant 3-4 années. Puis ensuite, il a été chez IF où là, on avait compris qu'il allait plus faire grand chose. Mais bon, quand même, voilà, ça fait partie de ces joueurs, de ces coureurs qui ont été surcotés. Allez, on entre dans le podium. Ça y est, dans le vif du sujet. Jérémy, la 3e place. Steven Kruijswijk. Ah. Moi j'ai un copain lui, mais juste après tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Théo. Moi, c'est Gaviria. Mais bon, on en a déjà. T'avais quelque chose à rajouter sur Gaviria? Non, Non, moi j'ai un sprinter aussi. J'ai un sprinter, j'allais dire un copain de Gaviria. Enfin, en tout cas, il se retrouve régulièrement dans les sprints massifs. C'est Brian Cocard que j'ai mis en 3e position sur mon podium. Ah oui, j'ai mis Brian Cocard quand même. Je vais m'expliquer pourquoi, mais d'abord je veux entendre Steven Kruijswijk. Ouais, je suis un peu dubitatif sur Cocard. T'as intérêt d'être oui, brillant. je vais vous le dire. Kruijswijk, pour moi, c'est ce qu'il a montré sur le Giro 2016, qu'il aurait dû, vous employez le terme que vous souhaitez, gagner s'il tombe pas dans ce bloc de neige. C'est un peu un one-shot jusqu'au Tour 2019 où là il fait podium et on se dit alors pourquoi pas, alors peut-être va-t-il revenir dans le jeu pour un gain de grand tour. Et en fait avec le recul on se rend compte que 2019 c'était tout simplement la dernière chance des humains, que c'était une forme de creux générationnel et qu'il n'aura plus jamais derrière la chance de disputer un grand tour pour lui. Il n'est pas dans la bonne équipe non plus, faut reconnaître. Mais un petit peu comme Landa, finalement, c'est un Giro qui fait naître des espoirs. Sauf que la différence de Landa, c'est qu'il brutalise la concurrence pendant 16 ou 17 étapes, et que sans cette chute-là, il est vainqueur indiscutable. Donc voilà, c'est la petite différence. Quand tu es capable de faire ça sur l'ensemble d'un grand tour, ou presque, c'est déceptif de ne pas réussir à remettre le couvert les années suivantes. Ouais, c'est vrai. Puis après, il a été passé par d'autres leaders dans son équipe. Bon, Brian Cocard, j'ai l'impression que vous êtes dubitatif, vous me dites non, franchement, il a rien à faire là et tout. Brian Cocard, il est quand même leader, notamment juste du sprint, on va dire depuis, ça fait 10 ans maintenant que Brian Cocard est leader dans les sprints dans une équipe. Leader de quoi? Leader d'une équipe Cofidis qui est 20e équipe mondiale. C'est pas mon problème ça. Il est en plus leader, il a été leader tout court chez BNB, Vital Concept, etc. Il est encore donc leader, on le fait confiance dans les sprints pour faire 7e et 8e d'étape du Tour de France. Ça fait quand même 10 ans que Brian Cocard est leader. Et pourquoi? Enfin, quel est le résultat? Franchement, t'as combien de leaders? Dites-moi, il y a combien de leaders dans n'importe quelle équipe à partir du Continental Pro, tu vois ce que je veux dire? Même ceux qui participent au Grand Tour, qui sont invités de temps en temps. T'as combien de leaders qui ont 10 ans de leadership sans avoir gagné ne serait-ce qu'une seule étape d'un Grand Tour? Je veux que vous m'en sortiez un là. Si vous m'en sortez un, je veux bien me baisser dans mon classement. Mais j'en vois pas. Franchement, j'en vois pas. Même je veux dire, on va prendre encore Molano. Même Molano l'a gagné. Même Geoffrey Soupe a gagné une étape d'un grand tour. Donc, franchement, voilà pourquoi il est aussi haut, parce que ça fait quand même très longtemps qu'il est leader, très longtemps. Et finalement, je trouve que un mec comme Phil Boaos, c'est pareil chez Bahreïn. Ouais, mais Phil Boaos, ça fait pas 10 ans. Enfin, je veux dire, on va pas lui faire confiance pendant très longtemps. Phil Boaos, ça fait combien de temps qu'il est en plus, il a 30 ans, mais il a gagné, ne serait-ce qu'en World Tour, il a gagné sur Tirreno Adriatico déjà, sur Critérium du Dauphiné. Voilà, vous avez l'explication. Donc du coup, est-ce que j'essaie de vous convaincre? C'est juste je pense que dans l'imaginaire collectif et dans l'imaginaire des suiveurs, on n'a jamais catégorisé Brian Cocard comme un top 5 sprinter mondial ou même top 10. Après, forcément, on le cite parce qu'il est français et parce que dans les courses auxquelles il participe, c'est peut-être un des seuls sprinters français que tu cites. Et je suis pas sûr que dans l'imaginaire, même lui-même se disait. Alors certes, il y a cet épisode avec Kittel sur le Tour, mais ça remonte déjà. Oui, tout à fait. Bon, ouais. Un peu sévère, Jérémy, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, Jérémy, je veux bien avoir ton avis. D'attente sur Brian Cocard quand il y a un sprint massif sur le Tour de France,
je ne m'attends pas à voir. Je parle de Brian leader Cocard, d'équipe, hein, pas de leader de sprint. Hein. C'est un leader d'équipe. Hein. C'est ça le but aujourd'hui. C'est un leader surcoté Ah ouais, pour moi. C'est pas un leader d'équipe, c'est un coureur protégé dans le final. Mais regarde, cette année, Zingley, c'était un coup sur deux. D'ailleurs, Vasseur a pas trop kiffé que Zingley fasse ses sprints de son côté, mais c'est pas un leader dans le sens où on va faire l'équipe autour de lui et on va articuler un train, etc. Non, c'est le meilleur au sprint de son équipe souvent, donc il est protégé et on l'autorise à aller faire les sprints. Mais des coureurs comme ça, il y en a pas mal à l'étranger. C'est vrai que nous on se focalise dessus parce que c'est toujours Desmarques, Cocard, les sprinteurs, Bouhanni. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, il a fait 5, il a fait 8. Mais Cocard, c'est pas un scandale qu'il ait jamais gagné d'étape de grand tour. Ça aurait été miraculeux qu'il batte Kittel à Limoges. Ça n'a pas été le cas, c'est dommage. Mais on peut pas le mettre dans les surcotés juste parce qu'il a bien choisi son équipe. C'est quelqu'un qui a été malin aussi dans ses choix d'équipe. Ah mais ça, je suis d'accord. Par contre, il a eu enfin chez Vital Concept notamment, il a une équipe vraiment autour de lui. Mais ok, vous pensez que c'est un coureur protégé? Moi, je pense que sur les jaquettes, à chaque fois, il y a quand même Brian Cocard qui revient régulièrement dans ses équipes. Après, certes, c'est pas un pas leader Ineos. de petite équipe. Bah, c'est pas mon problème, c'est un leader quand même. Parce qu'il est français. Après, bon, Brian Cocard, pour moi, déjà, c'est plus un coureur de piste quand tu regardes son palmarès. C'est vrai, ça, je suis d'accord. Et puis, c'est pas un sprinter pur, c'est un sprinter qui a besoin d'un peu de pourcentage. Donc, c'est un mi-chemin entre un puncher et un sprinter. Donc, tu dois pas le comparer au coureur de sprint massif. Et puis, bon, ça y est, il a débloqué son compteur en grand tour. Il a quand même beaucoup gagné. Moi, franchement, Cocard, je le mets dans le top 50. Hein. En World Tour, bon bref, on n'est pas d'accord là-dessus. Pour moi, c'est un bon troisième. Il était plus bas à la base, mais quand j'ai vu un petit peu, voilà, ça fait 10 ans, etc. Je me suis dit, je l'ai mis plus haut. C'est typiquement le. Et on a besoin de débat dans ce podcast. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on va rentrer en deuxième position, Jérémy. Vas-y, on y va. Là, il y a du lourd. Là, c'est magnifique. Déçu, hein. Edvald Boasson-Hagen. Edvald Boasson-Hagen, que j'ai en premier. Je peux te le dire, on va débattre tous les deux. Comme ça, on en parlera plus. Déjà, c'est spoilé pour la première place. Théo. J'ai mis Tom Pidcock. Oh, et attention, Tom Pidcock, j'avais mis aussi de côté comme ça des petits coureurs qui me font plaisir. Et ben moi, je vous savais que j'ai mis, ils étaient pas dans mon top 10 à la base. Et puis après, je me suis dit, franchement, si c'est pas un leader surcoté, bon, il a pas été tout le temps leader, mais Wilco Kelderman quand même, c'est quelque chose. Voilà, je l'ai mis deuxième. Voilà, c'est ma deuxième place. Jérémy Boasson-Hagen, on est tous les deux à l'avoir mis dans le top. Voilà, je te laisse commencer, puis je compléterai si jamais j'ai besoin. Que dire, Boasson-Hagen, c'est le coureur qu'on présentait comme le futur monstre. Je pense que ce que fait, c'est un peu compliqué parce que Pogačar gagne les grands tours, mais globalement, ce que fait Pogačar de gagner sur tous les terrains, c'est ce qu'on imaginait que Boasson-Hagen allait faire. Super bon sprinter, il passait bien les pavés, il encaissait bien les petites bosses. Il déboule, il a à peine 20-25 ans, il a déjà un nombre de victoires, je crois qu'il finit sa carrière à 80, mais dans les 80, il y en a plus de la moitié sur ses premières années. Il doit claquer un gant Wevelgem de mémoire quand il est chez HTC, 2009 ou 2010. Voilà, on se dit, ce gars-là, il va massacrer la concurrence. Et de fil en aiguille, il disparaît un peu. Alors, il a des belles victoires. Hein. Je veux dire, il n'y a aucun souci. Il a gagné sur le tour, etc. Super. Mais par rapport à ce qu'on imaginait, c'était la terreur. Hein. Quand il sort des rangs juniors, on parlait de Popovic tout à l'heure. Boasson-Hagen, c'est 1000 fois. C'est 81 victoires quand même. Hein. Ah ouais, c'est fou. Et quand t'as dit 80 victoires, je dis non, tu déconnes, ils ont gagné quand? C'est vrai qu'on a une petite mémoire, mais c'est fou. 81, c'est un truc de malade. Mais reprends les dates, quand tu vas descendre, t'as quasiment tout sur la décennie d'avant, et c'est très tôt en fait. Et il est arrivé au top très vite, et il a buté. Il y a pas de... Sa 50e victoire date de 2013. Voilà, déjà pour donner un petit peu une comparaison. Et il n'a plus gagné depuis 2019 déjà. Ouais, bon après sa fin de carrière est délicate, hein, un peu comme Terpstra d'ailleurs. On peut faire le parallèle avec tous ceux qui ont fini chez Total, mais Boasson-Hagen, si tu le prenais sur Pro Cycling Manager à l'époque, il avait 80 partout. Hein. Tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'avec ses chevauchés, il a commencé à faire des chevauchés sur le Critérium du Dauphiné, c'est là où il avait éclaté aux yeux du monde. C'est particulier. Pourquoi je l'ai mis premier, moi? Parce qu'en fait, c'est vraiment
le coureur qui a été leader pendant très longtemps. On a cru qu'il allait faire des grandes choses, de gagner des classiques partout, d'éclabousser de son talent, des grands tours, enfin des grands tours, des étapes de grands tours. Voilà, on savait pas où le situer exactement, même sur des étapes d'une semaine. On a gagné quelques-unes, Tour de Grande-Bretagne, Tour de Norvège, mais il a été donc leader un peu, on va dire. Il y avait beaucoup de leaders chez Sky à l'époque, mais il a été depuis les années début d'année 2010 chez Sky. Ensuite, il a été chez Dimension Data, Kubeka, etc. Là, il était leader aussi chez Total Energy. On l'avait appelé comme un leader. Bon, on a vu que c'était un flop, mais c'est vraiment un type qui a été pendant 10 ans, qui a surfé sur cette vague. On disait voilà, c'est un crack qui va finir par devenir un crack, et finalement, ça fait un Grand Prix Ouest-France de Plouay, Gent-Wevelgem, et il y a quand même 3 étapes du Tour de France, mais bon, pareil, celui leader pour moi qui a été surcoté, on est d'accord. Y a-t-il besoin de compléter, Théo, est-ce que tu veux enchaîner sur Tom Pidcock? Écoute, non, moi on va sur le mien alors. Ah non, allons-y, Tom Pidcock. C'est un choix volontairement provocateur parce que certes il n'a que 25 ans et il a encore ses plus belles années devant lui. Et, c'était pour avoir une dimension du surcotage en termes de choix d'équipe, de marché, etc. Être vendu comme l'une des plus grandes pépites du cyclisme international et finir quand même chez Q36.5. Bon, ça m'interroge. Les montants qu'on veut bien lui prêter, c'est un immense coureur de VTT, ça, il n'y a pas de souci. On en a déjà parlé dans ce podcast, mais je m'interroge toujours sur sa volonté de devenir un coureur de grand tour, qui pour moi n'a pas raison d'être. Son choix d'équipe est très interrogateur, parce que je rappelle que Q36.5 est une donc équipe de 2e division, donc qui va pas faire de grand tour normalement. Ouais. Voilà, ça veut dire qu'il va falloir s'ouvrir la porte des plus grandes courses du monde. Tout ça m'interroge et me fait dire que quand on est un très grand leader, quand on échoue entre guillemets chez Q36.5, pour moi est quand même inférieur à Uno X, inférieur à Tudor, inférieur à d'autres équipes de 2e division. Et quand on voit les terrains sur lesquels il peut briller, où tu as besoin quand même d'équipiers pendant quelques temps dans une course comme ça, quand tu vois l'effectif de Q36.5, ça m'a tout l'air d'un bourbier, j'espère me tromper, mais... Ouais, non mais je comprends tes arguments, parce que j'ai failli le mettre aussi, puis après je me suis dit on va attendre un petit peu, etc. Du coup j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai mis Wilco Kelderman. Je sais que ça n'a pas été un leader tout le temps, mais c'est typiquement pour moi, Kelderman, c'est le mec qui a voulu être leader, et finalement à chaque fois ça l'a rattrapé. Il est 5e ou 4e du Tour d'Espagne en 2017 quand il est chez la Sunweb, très jeune donc, et on s'est dit ça y est, ça va être un crack, ça va être un coureur qui va pouvoir enfin percer, etc. Et il doit gagner un Giro où il a de l'avance et se fait taper par 2 inconnus, Tao Geoghegan Hart et Jane Lay. Il s'écroule dans les 2 dernières étapes, parce que mentalement il sait pas tenir le rôle d'un leader. C'est surtout peut-être le mec qui prive Warren Barguil d'un podium sur la Vuelta de cette année-là. Voilà. Je m'en exclure à cause de, enfin, parce qu'il a pas suivi les ordres d'attendre. Ah oui, c'est vrai. Largos. Je me souviens, parce que Barguil, il arrive dans cette Vuelta-là, il a des jambes, je pense qu'il les a jamais eues le restant de sa vie d'ailleurs, mais bon, voilà. Je suis d'accord, c'est un mec qui tombe beaucoup en plus, un full top 10, plus de 50, 100 victoires. Enfin, il a que 4 victoires de début de sa carrière. Derrière, il va chez Bora parce qu'ils se disent, ça y est, en fait, il a failli gagner un grand tour, c'est bon, on le rêvait, etc. Depuis 2022, il arrive même pas à rentrer dans le top 15 d'un grand tour. Donc, pour moi, il a pas été tout le temps leader. C'est qu'on lui a donné sa place, son rôle de leader, et même chez Visma, il revient, mais il aurait pu avoir sa place de leader, mais il s'est fait passer devant par tout le monde. Et du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment typiquement le leader qui est surcoté, et que du coup il finira avec un Tour de Danemark dans son palmarès, et une 3e place d'un Tour d'Italie qu'il aurait dû remporter. Pour moi, d'un point de vue expérience, etc., c'était pour lui cette année-là. Voilà. Jérémy, si t'as rien à rajouter, tu peux donner ton numéro 1. José Rojano. Alors là aussi, vraiment, Jérémy, heureusement que t'es là, parce que moi j'ai mis que des coureurs actuels.
Théo, il a fait son classement un peu de son côté, il fait un peu ce qu'il veut. Bon, bref, on a compris. Et moi, c'est vraiment assez neuf, on va dire, pour mon classement. Mais heureusement que tu sors des vieux noms comme ça fait toujours plaisir. Alors, Théo, tu disais, oui, bon, je me laisse faire un peu polémique. Vas-y, balance ton premier. J'ai mis Remco Evenepoel. Alors là, déjà la communauté belge. Ils nous aiment pas trop parce que des fois on a le tendance à railler un petit peu les Belges, mais on fait aussi les Français. Vous inquiétez pas que Brian Cocard est 3e. Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? Il est parti. Ok, bon, on a perdu Jérémy, voilà, tout simplement. Jérémy qui s'est barré, il en peut plus. Et moi, du coup, j'ai mis Boasson-Hagen. Jérémy, est-ce que tu peux revenir à la raison, Jérémy? Reviens vers nous et explique-nous plutôt qui était José Rurano cette fois. C'est incroyable gamin, j'ai envie de dire, mais non, il était tout petit, hein, donc qui a performé. Je suis parti parce que j'ai peur que ça se passe mal pour Théo avec la communauté belge. On en a en plus dans l'équipe de Saderaï, donc là, il va prendre tarif. Ouais, ça c'est clair. Bon. Et de ultra mérité. Non, Rurano, c'est pareil. Hein, ouais, il faut rembobiner. Il faut revenir au Giro 2005 où il est pas connu, hein, vraiment du grand public. Et en fait, il vole sur la montagne un petit peu à la manière d'un Emmanuel Essela 3 ans plus tard. Il finit à 45 secondes de Savoldelli au général. Il fait 3e. Et là, on se dit, il va falloir le suivre. Mais finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de coureurs qui promettent sur le Giro et qui, derrière, se plantent. Il est recruté par le Vert, qui, à l'époque, contrairement à... C'est vrai qu'il a été à Quick-Step. Ne vise pas le classement général, ou du moins n'a jamais réussi, que ce soit avec Uran, que ce soit avec tous les mecs qu'il a débauchés. Il n'a jamais vraiment réussi à se battre durablement pour la victoire sur un grand tour, et pourtant il a essayé, hein, notamment Enric Mas, etc. Bref, en 2011, il revient sur ce Giro où Contador domine avant d'être disqualifié et Rurano gagne une étape que lui laisse plus ou moins Contador. Mais bon, il est vraiment au niveau en montagne, et là on se dit, c'est reparti, puis en fait non. Il y a eu deux rehaussements dans sa courbe de forme, deux fulgurances, mais ça veut dire que tu avais le potentiel, mon garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes d'encadrement? Est-ce qu'il ne s'est pas acclimaté à l'Europe? Est-ce qu'il n'avait pas l'exigence du haut niveau pour durer? C'est aussi possible. Il avait un gabarit aussi, hein, qui l'avantageait pas, parce que c'est un très très bon coureur de montagne, mais sur d'autres courses, sur le Tour de France notamment, quand tu es léger comme ça, que tu voles sur les chronos, tu peux pas performer. Mais un vrai problème de pas l'avoir vu concrétiser, ou du moins répéter ce genre de performance. C'est fou quand même la carrière qu'a Rurano, parce que tu regardes ses équipes un petit peu dans lesquelles il est passé. Donc il a été révélé chez Columbia Selle Italia. Après il fait Quick-Step. Après il fait Unibet.com, caisse d'épargne. Après il va chez Androni Giocattoli. Il finit chez Vacances Soleil. Bon, à mon avis, il est repris par la patrouille parce que s'il finit pas l'année. Enfin bref, c'est vraiment alors une carrière, mais alors il y a rien à rejeter. Vraiment, c'est fabuleux. Caisse d'épargne, j'avais Bah moi aussi, tu vois, j'avais zappé. C'est pour te dire à quel point il avait fait une année entière en 2008, voilà, pour te dire. Moi j'en ai parlé de Boasson-Hagen, donc on va terminer là-dessus. Évidemment, Jérémy, attention, bouge-toi les oreilles, puisque Théo va nous expliquer pourquoi Remco Evenepoel est le leader le plus surcoté de ce 21e siècle, hein, est censé être le leader le plus surcoté de ce 21e siècle, hein, on est d'accord. Non, mais je vais d'abord préciser. Remco Evenepoel est évidemment un immense coureur. Et déjà, il aspire à le devenir. En revanche, je l'ai placé là parce que pour moi, on l'annonce comme le potentiel successeur au niveau des Belges pour le Tour de France. Et je ne vais prendre que ce prisme-là, évidemment. Je ne minore pas ce qu'il a fait ailleurs, les autres démonstrations qu'il a pu donner déjà. Mais pour moi, ce garçon ne gagnera pas le Tour de France. Parce que je pense que il est tombé dans une époque déjà là, actuelle, où a priori que ce soit Pogačar ou Vingegaard, ils lui seront pour moi toujours supérieurs. Et je pense qu'en haute montagne, il se fera toujours un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'on trouvera toujours un peu meilleur. S'inclinera peut-être pas sur une marge énorme sur certaines années, mais pour moi, je pense, je l'espère pas, mais je pense,
il y aura toujours mieux, malheureusement, sur les routes du Tour pour Evenepoel. Donc Ouais. c'est pour ça que je l'ai mis là, et c'est pour ça aussi que j'ai joué la carte provocatrice, pour susciter du débat, n'est-ce pas? Mais non, mais Et moi, sachant que Jérémy Sakian est parti. Il ne voulait pas débattre avec moi. Non, il est toujours là, Jérémy, tout va bien. Non, alors moi, je vais juste avant de donner la parole, Jérémy. Moi, je comprends les arguments, d'autant plus que ça fait quand même un petit moment et on l'a vu ses premiers tours de roue très très jeunes qu'il allait devenir un crack ultime. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire que finalement, il irait peut-être pas aussi haut qu'on le prédisait à rafler tout. Mais Je en veux dire fait, pendant là, des années, je le peut-être mets là non. parce que pour moi, tu peux pas devenir le crack ultime en ne gagnant pas le Tour de France. Ok, très bien. Non, mais c'est vrai Mais que pour moi, je le mets là parce que, à mon sens, et évidemment, on a le droit de pas être d'accord et je serais très heureux qu'il me démontre le contraire, mais à mon sens, il n'y arrivera pas. Après, on aimerait bien avoir un Remco en France. Hein. C'est vrai que, bon, désolé nos amis belges, vous avez tous des abonnés de Saderail. Bon, c'est pas grave. Théo remboursera les abonnements, vous en faites pas. Jérémy, on veut t'entendre un petit peu sur cette affaire-là. On est au cœur du débat, au cœur du réacteur là. S'il te plaît, essaye d'avoir un petit peu cette voix de la sagesse. Oui, alors je passerai sur le prisme volontairement choisi par Théo que je ne partage pas. C'est-à-dire que je pense que tu peux être champion sans gagner le Tour de France. Surtout quand tu as été champion du monde de chrono, champion olympique du chrono, que tu as déjà des monuments, que tu as déjà un grand tour. Mais moi, on en a parlé tout à l'heure, tu te parlais de surcotage quand tu annonces quelque chose. Ça fait partie, oui, ça fait partie des critères. L'attente de tout un peuple en Belgique, c'est pas qu'il soit champion du monde de chrono, c'est qu'il gagne le Tour. Ouais, mais pour moi, en fait, si on s'arrête là, il sera, quoi qu'il arrive, déjà un immense champion, même à l'échelle de la Belgique. Ah, mais je ne nie pas qu'il soit un immense champion. Maintenant, si on garde ton prisme du Tour, bah moi, je vais me mouiller un peu. Je pense qu'il le gagnera. Alors, je pense qu'il le gagnera, pourquoi? Parce que Pogacar et Vingegaard ont abandonné. Non, je rigole. Extraterrestres aujourd'hui, et c'est tout à fait légitime, comme Théo l'a justifié, de dire qu'il est très en dessous de ces deux-là. Et que probablement qu'en 2025, il va encore perdre s'il vient sur le Tour. Bon, ça, tout le monde est au fait. Pogacar, Vingegaard, c'est trop fort. Sauf que Vingegaard, aujourd'hui, il a 29 ans. Remco Evenepoel, il a 24 ans. Donc déjà, tu peux imaginer que Vingegaard, il soit pas un problème jusqu'à la fin de la carrière de Remco. Pogacar, peut-être un peu plus, parce que lui en a 26 et qu'il est plus ou moins de la même génération. Sauf que Pogacar... je vais te dire même moins, parce qu'au bout d'un moment, il le courra plus, ce Tour de France, il en aura marre. Donc, J'allais te dire exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il court tellement de lièvres que Pogacar, un jour, il va venir à Roubaix. Ça peut même devenir son grand objectif de la saison. Il va peut-être vouloir aussi s'amuser à faire des doublés Giro Vuelta, ou peut-être qu'il va en avoir marre, qu'il va vouloir faire autre chose. Peut-être qu'à 27, non pas 27, mais 28, 29 ans à la fin de son contrat, parce qu'il a signé longtemps, il dira bon bah c'est bon, j'ai fait le tour, parce que c'est dur de rester aussi longtemps au meilleur niveau. Et à ce moment-là, il y aura peut-être des opportunités. Et puis Pogacar, il peut faire ce qu'a fait Vingegaard, il peut tomber, surtout s'il se met à faire Roubaix, il peut lui arriver des bricoles. Donc en fait, il suffirait dans un avenir proche que l'un des deux ou que les deux ne soient pas là pour ouvrir une porte. Mais admettons qu'il le soit là sur les 2-3 prochaines années. Remco, il peut se permettre d'attendre encore 3-4 ans, il aura 27-28. Si ASO se met à dessiner des parcours un petit peu comme on avait dans les années 2000, pour inciter Remco à venir, à mettre des gros chronos. À l'époque, je rappelle ce qu'était le Tour de France. Le Tour de France, quand moi j'ai commencé à m'intéresser au vélo, c'est-à-dire 2003, c'était un prologue de 6 bornes. C'était un contre-la-montre par équipe en première semaine de 55-60 bornes. Et c'était ensuite... Ah oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. De 55 km. Si le parcours revient, c'est pas la tendance, je vous l'avoue, mais si le parcours revient sous cette forme, il faudra cravacher quand même pour lui reprendre le temps que lui est capable de te souffler sur tous ses chronos. Et vous savez comme moi qu'une tendance, ça peut très rapidement s'inverser. Si tu as envie de faire venir un coureur, ou si dans les années futures, tu as un Français qui arrive et qui démonte tout le monde en chrono. Parce qu'on sait aussi que, voilà, on aimerait bien avoir nous aussi notre successeur. Donc pour moi, Remco qui gagne le Tour, c'est une possibilité qui est largement envisageable. Il faudra des circonstances, il ne faudra pas qu'il y ait les deux monstres, il faudra que le parcours soit peut-être plus favorable, il faudra peut-être être patient, mais aujourd'hui Remco il a 24 ans, si on est optimiste, il a encore 10 ans de carrière, au moins 7-8 au top de sa forme,
Et il aura forcément une opportunité. Donc je préfère croire aujourd'hui, c'est un pari un peu à l'aveugle, je préfère croire aujourd'hui que Remco aura un tour à la fin de sa carrière. Et je le souhaite, parce que quand tu vois son palmarès, il lui reste plus grand chose à gagner. C'est vrai. En tout cas, on refera le top 10 quand Remco gagnera le Tour de France. Comme ça, on sera tranquille avec nos amis belges, vers qui on s'excuse évidemment, bien sûr. Mais vous savez, ici, on est là pour faire débat. Dans les commentaires, d'ailleurs, on va pas s'excuser de penser quelque chose. Non, bien sûr. Non, mais de les choquer, évidemment. C'est pas de penser, de les choquer pour eux. Mais d'ailleurs, en réponse, faites votre top 10 des coureurs surcotés. Mettez que des Français si vous voulez, évidemment. Moi, j'en ai mis beaucoup déjà. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Pour terminer, chers amis, juste donner les quelques noms qui vous êtes passés par la tête quand vous avez fait ce classement. Je vais en donner que pêle-mêle. J'avais pensé à Joaquim Rodriguez, tu vois, alors que pourtant il en a gagné des choses. Mais je trouve que voilà, en tant que leader, il aurait pu gagner beaucoup plus de choses. Hashtag un grand tour. Stefan Kung, j'ai mis Tao Gegenhardt, attention parce que lui peut rentrer fort dans le top 10 si chez Lidl il est encore leader et qu'il fait pas grand chose. Hirschi, Viviani j'avais en leader de sprint, Miguel Angel Lopez, Richard Carapace j'ai failli mettre 10e. Oui. Fou, lui. Oui, mais bon, il nous gagne pas de grand tour depuis 7-8 ans, Richard Carapace, on l'attendait à ce niveau-là. Eh oui, et Almeida du coup, mais tu l'as dit Jérémy. Bon, vous en avez d'autres, Théo, t'en avais noté d'autres? J'avais mis Carlos Betancourt pour la réputation qu'il avait bien sûr. À l'époque. J'avais mis Fabio Aru aussi parce que tu vois. Post-Giro, il aurait pu facilement rentrer dans mon top 10 d'ailleurs. Post-Giro, c'était compliqué quand même. J'avais Van Garderen tout comme toi. J'avais Landa tout comme toi. J'avais Sepp Van Mark quand même parce que tous les ans, après c'est pour d'autres raisons, mais tous les ans il était quand même cité parmi les prétendants à Roubaix et aux Flandres. Et malheureusement, il n'y a pas une année où il a mis les pieds devant l'autre où il n'est pas tombé. Et maintenant, sur le peloton de maintenant, actuel, je trouve qu'un Mathias Kielmose est quand même il fait partie assez surcotaxe. Essayer un classement général de cette Vuelta cette année. Moi, je trouve qu'il a rapidement touché ses limites. Et voilà. Moi, je trouve que ça fait il me fallait que je termine par un mec actuel. Et je trouve que voilà, Kielmose avec Pidcock font partie des deux que je trouve un peu trop haut. Jérémy, t'en avais quelques noms, toi, qui te reviennent en tête? Alors, je vais m'opposer déjà fermement à Rodriguez et à Carapace. Oui, moi aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais moi aussi. Attends, mais c'est parce que parce que par rapport à je sais pas, mais Rodriguez, on attendait tellement plus, Carapace aussi, tu vois, c'est des mecs qu'on attendait à gagner des grands tours au moins une fois tous les 3 ans, tu vois, ils ont peanuts depuis 5-7 ans pour 5 je sais plus combien de temps, ça doit faire 7 ans pour Carapace et Rodriguez toute une carrière, donc bon. Bref. Il faut savoir, Johan Tritz, il n'y a pas de je sais pas, donc moi je sais, Rodriguez, c'est pas possible parce que c'était un putain de et qu'il a quand même des monuments et qu'il a des podiums et qu'il a tout ce que tu veux. En revanche, Stefan Kung, pour moi, ça rentre dans cette catégorie parce que c'est un très bon coureur de contre-la-montre, mais quand tu fais le bilan pour l'instant, vraiment une victoire d'envergure et surtout c'est un très bon coureur de classique, mais je parlais tout à l'heure des qualités pour être un bon classic man en prenant l'exemple de Bogert. Et Stefan Kung, c'est pareil. Qui lui ressemble un peu. Il n'a pas le bon timing ou il n'a pas la pointe de vitesse. Et c'est rédhibitoire pour gagner des grandes classiques. Donc je suis d'accord avec Kung. Et puis celui que j'aurais dû mettre dans mon top 10, mais Théo l'a heureusement mis très haut, c'est Pidcock. Pour ceux qui n'étaient pas avec sur le podcast Cyclocross du 9 décembre, je vous incite à aller voir ce qu'on a dit de Pidcock et surtout la partie de Steve Chenel. Je vous résume, mais il nous a dit Tom Pidcock, c'est le mec qui est le mieux payé par rapport à ce qu'il fait. Et là, si les chiffres de 8 millions annuels qu'on a vu passer sont justes, c'est juste hallucinant. C'est un mec qui a gagné 5 courses dans sa carrière, en cyclisme sur route, j'enlève évidemment VTT, cyclocross, etc. Il a gagné 5 courses. Alors dedans, il y a l'Estradé, il y a l'étape de l'Alpe d'Huez et il y a l'Amstel, certes, mais il n'y en a que 5. Et c'est vrai que c'est complètement insuffisant. C'est un coureur qui est très caractériel, son choix de carrière interroge. Il n'est pas assez bon pour aller frotter avec Van Der Poel et Van Aert sur les classiques. Il n'est pas assez bon pour aller lutter avec Pogacar, Vingegaard sur les grands tours.
Trop limité aussi sur les Ardennaises quand il est face au Cador. Bon, il y a aucun moment dans la saison où tu te dis là Pidcock il est favori number one. Donc on en a fait un géant, on en a fait un extraterrestre en cyclocross aussi, c'est vrai pour tirer un peu. Aussi. Mais il n'est pas à la hauteur de ces gars-là. Donc pour moi, il rentre parfaitement dans le surcotage, dans l'expression pure et simple de ce qu'est la définition du surcotage, c'est-à-dire que sa cote actuelle de 8 millions ne correspond absolument pas à sa valeur sportive. Voilà, Après, prenons garde quand même aux chiffres qui sortent, parce que souvent, faut faire attention, hein, mais ouais. Je ne peux être que d'accord avec toi. Et puis Van Mark, si je rebondis, Van Mark pour moi rentre plus dans les critères du top 10 suivant. Des coureurs qui n'ont pas leur grande victoire, mais oui, on peut aussi le mettre là. De toute façon, les deux top 10 ont des points d'accord, hein. Ils sont assez similaires sur leur construction. Merci en tout cas les gars d'avoir participé et travaillé, parce que oui, hein, il y en a qui ont sué a priori pour faire ce top 10. C'est une fois dans l'année, Théo, que tu bosses, c'est pas non plus incroyable franchement. Donc voilà. Alors le prochain, vous l'avez entendu plusieurs fois dans ce podcast, c'est donc les top 10 des grands coureurs qui n'ont pas de victoire majeure. On va d'ailleurs s'intéresser à savoir qu'est-ce qu'une victoire majeure pour vous. Ça va être qu'est-ce qu'un grand coureur, hein, qu'est-ce qu'un grand coureur aussi. Hop. Et moi, je mets des... Attends, on en parlera plus tard. Bref, ça sera le prochain top 10 du coup que vous allez découvrir dans pas longtemps. Et bien sûr, il y en a d'autres avant. On en a fait pas mal, donc des comètes, des sprinters, des grimpeurs. Même si avec Pogacar dernièrement, je pense que ça a mis pas mal du monde derrière dans les grimpeurs ou le top 10 ultime. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Jérémy, Théo, on se retrouve donc bientôt, bien sûr, pour faire le prochain top 10. Ciao les gars. Ciao. Bye.